Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, heureux de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, nous allons revenir sur l'histoire qui ne cesse de nous suivre, de nous poursuivre en tout cas. Nous allons revenir sur la France et le Rwanda et notamment le rôle de la France au Rwanda vers les années 90 et 94 et notamment quand on parle de 94, forcément on parle du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Mais ce génocide a eu des acteurs qui ont préparé ce génocide, mais également des complices. Aujourd'hui, il y a de cela 2 ans, qu'une commission a été mise en place par le président français Emmanuel Macron de mettre la lumière sur le rôle qu'a joué la France entre 90 et 94 au Rwanda. Mais cette commission a éclaboussé avec notamment les propos qui ont mis à l'épreuve cette commission, notamment sur le génocide commis contre les Tutsis et cette chercheuse a dû quitter ses fonctions il y a de cela 24 heures. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé par là et surtout quel impact que ces déclarations auront sur la crédibilité, mais surtout le travail que le grand public attend de cette commission. Pour comprendre un peu, notamment l'impact de ces propos, nous sommes aujourd'hui joints par Alain Ngirinchuti, ici dans nos studios de RB à Kigali. Nous sommes rejoints par Alain Ngirinchuti. Alain Ngirinchuti est ancien président de Ibuka France. Bonsoir Alain. Bonsoir. Nous sommes également rejoints par le docteur Jean-Paul Kimonyo. Il est chercheur et écrivain. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le Rwanda et notamment sur les génocides commis contre les Tutsis. Bonsoir docteur. Bonsoir Eddy. Et de Paris, nous sommes également rejoints par François Graner. François Graner, il est chercheur et également membre de l'association Survie. Bonsoir, monsieur François. Bonsoir. Avec nous également, nous sommes rejoints par Maître Richard Gisagara. Il est avocat à Pontoise et c'est à Paris. Bonsoir, maître. Je pense qu'on a un petit souci de son. Peut-être pour nous plonger dans le vif de notre sujet, une historienne, notamment une historienne militaire, elle est connue pour son travail, notamment sur les militaires français dans différentes opérations, notamment les opérations que les militaires français ont menées au Rwanda. Il s'agit ici de Madame Julie Dandurin. Alain, vous qui êtes ancien président de Ibuka, lorsque, par exemple, Madame dit que tous les génocides ne se valent pas, vous qui êtes survivant du génocide commis contre les Tutsis, on a eu à discuter dans le passé, notamment de comment ça n'a pas été si facile de faire comprendre aux Occidentaux et notamment aux Français, le grand public du moins, ce qui s'est passé au Rwanda. 26 ans après, lorsque des propos pareils viennent d'une chercheuse, quelqu'un qui a du vécu, cela vous étonne ou êtes-vous choqué? À quel point? Bien, une petite correction peut-être avant de commenter, de répondre à votre question. Je fus le vice-président, non pas le vice-président plutôt de Ibuka France, oui. Non pas le président. Je voudrais quand même d'abord planter le décor avant peut-être d'en venir aux propos de Julie Dandurin, parce qu'il s'agit de cette commission d'historiens qui a été créée par le président Macron pour enquêter sur le rôle, quel a été le rôle de la France dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Cette commission, au moment de sa création, c'est une création qui a été tout à fait opaque, qui manque de toute transparence. On ne sait pas comment on a choisi les membres de la commission. Et je ne sais pas si vous vous rappelez bien, ça a fait polémique parce que des historiens spécialistes de la question ont été écartés de cette commission pour enfin y mettre des historiens qui, soi-disant neutres, qui ne connaissent pas le sujet. Donc on peut se poser la question, plus on en connaît moins sur le sujet, mieux on est qualifié, en tout cas quand il s'agit du Rwanda.
pour en venir à Mais c'est quand même paradoxal. Lorsqu'un sujet aussi sensible, aussi critique, la sélection normalement devait être faite, disons, au peigne fin, au détail, près, pour savoir vraiment qui fait partie de l'association. On a vu par exemple quelqu'un comme Madame Hélène Dumas, des gens qui vraiment connaissent ou connaissaient bien l'histoire du Rwanda. On a vu toute la polémique qu'il y a eu déjà à la création de cette commission. Mais parmi les critères, on a dit qu'on allait se baser non pas seulement sur les qualifications de l'individu, mais surtout son impartialité par rapport au sujet. C'est ça qui est surprenant, parce qu'effectivement, les spécialistes de la question qui ont été écartés l'ont été au nom de la neutralité. Et finalement, on va découvrir que cette Madame Dandurin est plutôt partisane. En tout cas, elle a le parti pris pour l'opération turquoise. La notice qu'elle a écrite, elle date de 2018. Je ne me rappelle pas exactement la date, mais soit... L'année qui coïncide également avec la création de cette commission. Voilà, soit juste avant la création de la commission. La commission elle a été créée en avril... Au mois de mai. En avril 2010, je me souviens parfaitement. Et donc, on devait savoir que cette personne-là, que cette Julie Dandurin, avait une position tranchée sur la question. Docteur Kimonyo, vous avez écrit sur le Rwanda. C'est vrai, aujourd'hui, vous êtes rwandais, vous avez écrit sur le Rwanda, notamment le génocide commis contre les Tutsis. Vous avez écrit un livre qui parle d'un génocide populaire, mais c'est un génocide populaire, mais qui a également connu une certaine participation d'une main extérieure ou sinon un appui quelconque. Comment est-ce que quand on est historien, lorsqu'on doit s'attaquer à un sujet aussi sensible, dans quelle disposition d'un professionnel doit-on être? Merci Eddy, mais peut-être avant de répondre à cette question-là, je vais aussi répondre à la question que vous avez posée à Alain par rapport à la déclaration de Madame Julie Dandurin disant que tous les génocides ne se valent pas. Cette déclaration fait écho, à mon sens, à une autre déclaration qu'on prête au président Mitterrand, qui aurait dit que dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop grave ou n'est pas trop important. Ces pays-là, entre guillemets. Oui. Pour moi, c'est plus grave que le parti pris qu'elle puisse avoir par rapport à Turquoise. Parce que là, directement, il y a une espèce de dévalorisation de la vie des Rwandais et du génocide des Tutsis, qui me semble totalement inacceptable. Et encore, bien entendu, par rapport à sa commission, c'est sûr que ces prises de position devraient l'éliminer des gens qui devraient travailler sur cette commission, surtout que si le critère de sélection est celui d'être neutre, c'est clair, elle n'est pas neutre. Il faut lire cette notice-là. Le ton, les erreurs de fait, comment on appelle ça, la défense ardente de l'opération turquoise, de l'armée française, de l'action de l'armée française au Rwanda, les sources qu'elle cite, deux sources, une c'est Hubert Védrine et l'autre c'est Pierre Péan, sont les seules sources de sa fameuse notice. Tout ça montre d'abord qu'elle n'est pas très sérieuse, même au plan purement déontologique et même professionnel. L'impartialité déjà dont on parle, vraiment, qui doit caractériser... C'est une notice qui n'est vraiment pas sérieuse. Ça veut dire que même si elle devait faire le travail de propagande pour l'armée, il est très mal fait. Parce qu'il est grossier, il est vraiment grossier. Donc quand on défend l'armée comme ça, c'est qu'on a l'impression qu'on défend quelque chose qui est indéfendable ou alors qu'il y a un problème. Donc d'une part, et d'autre part aussi, je pense qu'au niveau professionnel aussi, les erreurs de fait qu'elle a dans sa fameuse notice, le fait qu'elle ne travaille qu'avec deux sources. Vous savez, quand on est un écrivain, quand on est un historien et qu'on signe quelque chose de public, on fait toujours attention. On ne signe jamais quelque chose de public comme ça, gratuitement. Donc je pense que, pour moi, elle ne m'a pas l'air très... en tout cas, elle a fait preuve d'incompétence pendant cette notice, qu'elle-même maintenant appelle cette fichue notice, par ailleurs.
Mais pour moi, je pense que l'incident est plus positif que négatif. Alain a parlé des conditions dans lesquelles la fameuse commission a été mise en place, mais surtout la façon dont on a choisi les membres de cette commission-là, de façon opaque et en écartant plutôt les experts au prétexte qu'ils auraient un penchant. Mais malgré ça, je pense que les esprits positifs ont voulu donner un doute, comme ça, le bénéfice de doute à cette commission-là. Ce qui est bien de cet incident-là, c'est que je pense qu'il montre très clairement, avant même que le rapport ne sorte, les questionnements très sérieux qu'on peut avoir par rapport à cette commission. Voilà. Peut-être on va faire un petit tour du côté de la France. François Graner, vous, très récemment, vous êtes le seul chercheur, en tout cas, parmi tant d'autres qui ont fait des démarches pour avoir accès aux archives de l'ex-président François Mitterrand sur le Rwanda. Vous, surtout, quand je parle de vous, je parle également de votre association Survie. Vous vous êtes levé déjà contre la sélection et comment est-ce que les membres de cette commission ont été mis en place. Aujourd'hui, avec un peu de recul, vous dites qu'il y avait de quoi, où les gens auraient dû peut-être vous entendre par rapport à la nomination de certains individus lorsque vous faites face à de telles déclarations de Madame Dandurin. Alors, sur la composition de la commission, ce qu'on a surtout relevé dès le début, c'était qu'il n'y avait pas que des historiens et qu'il y avait en particulier un ancien politique qui s'appelle Monsieur Vigourou, un ancien des cabinets ministériels de l'époque de Mitterrand et de l'époque de l'intervention française au Rwanda. Et ça nous posait beaucoup de problèmes, plus encore que la sélection et l'exclusion de certains membres de la commission. Et donc on a fait confiance au début en disant qu'on jugerait sur pièce. Et effectivement, au mois d'avril, quand la commission a fait un rapport à mi-parcours, où elle expliquait sa méthode de travail, là aussi on a déjà pointé des choses qui nous paraissaient très bizarres, très biaisées dans la présentation du rôle de la France. Et donc, on a publié sur Internet nos commentaires là-dessus. Donc, là, ça ne fait qu'effectivement, d'abord, ça nous explique les biais qu'on a détectés, puisqu'ils sont peut-être liés au biais de Madame Dandurin elle-même. Et puis, effectivement, ça nous conforte dans l'analyse qu'on a fait. Et on pense qu'effectivement, il y avait des doutes sur ce que la commission va pouvoir donner. Alors, je voudrais quand même rappeler le contexte, puisque vous parlez de ma question de l'accès aux archives. C'est qu'il y avait un problème de fond déjà dans la création de cette commission, puisque en 2015, le président Hollande avait dit, à cause de toutes les pressions pour ouvrir les archives, qu'il voulait les ouvrir à tous les chercheurs avant la fin 2016. Et ça, c'est cette promesse qui n'a pas été tenue. C'est pour laquelle j'ai dû aller en justice, effectivement, et que j'ai eu gain de cause au Conseil d'État au mois de juin cette année. Donc, entre-temps, Emmanuel Macron avait pensé un peu botter en touche, résoudre le problème. Au lieu de faire une ouverture à tout le monde, il faisait une ouverture uniquement à des gens qu'il avait nommés lui-même et cette commission. Et ça, c'est un problème parce que ça biaise le débat. Et le Conseil d'État l'a bien reconnu puisque le rapporteur public du Conseil d'État a dit très clairement, c'est pas normal que les archives soient réservées uniquement à des gens dont on peut penser qu'ils vont être élogieux pour le pouvoir. Et M. Graner est légitime, et son association Survie aussi, sont légitimes pour demander l'accès aux archives. Et il faut que l'État français leur donne l'accès aux archives. Et c'est pour ça que j'ai eu cette autorisation cet été. Alors, un petit commentaire aussi quand même, c'est-à-dire que toute cette affaire met en relief ce que Madame Dandurin a dit sur le génocide des Tutsis, et ça pose de vraies questions. Il ne faut pas détourner le fait que cette commission, son sujet principal, c'est pas d'établir l'histoire du génocide des Tutsis, qui est une histoire qui est très bien connue, et à part les gens qui veulent la nier, elle est quand même bien établie. Le sujet de cette commission, c'est essentiellement le rôle et l'engagement de la France au Rwanda. Et c'est bien sur ce rôle de la France qu'il faut se focaliser, il ne faut pas se détourner de ça. Et donc, et là, dans ce qu'a dit Mme Dandurin, il y a aussi des choses problématiques, puisque par exemple,
quand elle nomme quand même les auteurs du génocide, comme elle parle des forces armées rwandaises ou des milices, elle ne parle pas du gouvernement intérimaire rwandais, elle ne parle surtout pas du rôle que lui a de soutien de la France à la formation de ce gouvernement, elle ne parle pas du soutien de la France aux forces armées rwandaises, des livraisons d'armes, et surtout, elle ne parle pas du tout de l'impunité que la France a assurée aux auteurs du génocide, depuis le gouvernement jusqu'aux exécutants, en passant par les milices, la radio des Mille-Collines et les forces armées rwandaises. Et tout ça, évidemment, pour un lecteur de la notice de Mme Dandurin qui dit « Oh, il y a eu des critiques contre Turquoise, mais elles ne sont pas fondées », eh bien, tant qu'elle ne liste pas ces critiques-là, qui sont au cœur de ce qu'on reproche à la politique française de l'époque, eh bien, en fait, elle fait exactement ce que font les gens comme Hubert Védrine et les autres acteurs de la politique française de l'époque, ils essaient de détourner l'attention en faisant diversion, en remettant en question le génocide des Tutsis lui-même. Je serais tenté de vous poser la question à vous deux, historiens que vous êtes avec le docteur Kimonyo. Je voudrais en tout cas que vous puissiez répondre là-dessus. Sur la France déjà et son rôle au Rwanda, et depuis 90 jusqu'à 94, l'histoire a été documentée, on a écrit là-dessus. Docteur, vous personnellement, dans votre livre, vous avez écrit, disons, quand vous parlez d'un génocide populaire, vous faites toute la chronologie déjà qui a mené au génocide de 94, donc en partant de 59, les années 70, jusque même, vous parlez même de cette relation privilégiée de la France et le régime génocidaire de l'époque. Aujourd'hui, vous, en tant qu'historien que vous êtes, non pas du grand public, peut-être que nous sommes, qu'est-ce que vous attendez concrètement du travail de cette commission? Qu'est-ce que vous allez apprendre, par exemple, vous, que vous ne connaissez pas déjà? Peut-être le grand public, je comprendrai, mais vous, personnellement. Écoutez, c'est une très bonne question parce que, en fait, ma thèse et le livre que j'ai écrit sur le génocide, je ne parle que des dimensions internes du génocide. Mais j'ai aussi participé à la commission Mukyo, qui a fait une recherche très approfondie sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994. Moi, je vous dirais, mes attentes par rapport à cette commission-là, elles sont limitées. Elles sont très limitées. D'une part, comme notre collègue en France disait que ces archives-là, d'abord, il ne s'agit que de compiler les archives ou alors d'examiner les archives officielles de la France, d'une part, et d'autre part aussi, ça c'est une première limite, d'autre part aussi, ces archives-là vont être remises ou vont être examinées et étudiées par un groupe restreint de personnes, choisies de façon particulière, je suppose, mais qui certainement ne voudront pas trop secouer le baobab. Donc il y a une deuxième limite. Et maintenant, quand on a fait une recherche, mais cette fois pas documentaire, hein, quand on a fait une recherche aussi sur le terrain, il y a beaucoup de choses que la France a faites, parce que finalement, au sein de la commission Mukyo, on a pu avoir beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de choses qui n'apparaîtront certainement pas dans des documents officiels. Je vais vous donner un exemple très précis. En mai 93, je crois, non, c'est plutôt en mars 93, après la débandade de l'armée de l'époque, face au FPR en février, les Français, enfin les militaires français qui étaient sur le terrain, ont voulu reprendre un peu plus en main l'armée rwandaise. Et à ce moment-là, c'est eux qui ont relancé, ou alors lancé, le programme de défense civile. Le programme de défense civile a été relancé par 3 militaires français qui vont voir un bourgmestre dans le Mutara, juste derrière les positions de front, et qui demandent à ce bourgmestre-là de lui donner un certain nombre de jeunes pour les entraîner. Et ce sont des militaires français qui y vont. Et parmi ces militaires français, il y avait l'officier, mais il y avait 2 autres qui l'accompagnaient, qui, eux, étaient grimés de noir. Donc c'était clair qu'il s'agit d'une opération clandestine. Je suis certain qu'il n'y a pas de traces de cela dans les archives de l'Élysée ou
Il n'y a pas de trace de cela. Donc il y a une grosse partie, je pense peut-être la partie peut-être les plus sensibles. Certainement, certaines ont des traces officielles, mais d'autres n'en ont pas. Donc je pense qu'il faut comme vous le faites vous-même, se poser la question de la portée possible du travail de cette commission-là. François Granet, peut-être j'aimerais que vous puissiez rebondir là-dessus, sur les attentes pour vous du monde scientifique, les chercheurs historiens que vous êtes, ce que vous attendez, déjà vous qui travaillez sans relâche sur ce dossier, qu'est-ce que vous attendez donc de la conclusion du rapport de cette commission? Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas historien, je suis membre de l'association Survie et bénévole comme les membres. Le Conseil d'État a bien souligné que j'étais quand même tout à fait légitime à participer à ce débat. Et alors, le livre que nous avons fait avec Raphaël Doridan, donc l'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda, est vraiment centré sur toute la collecte d'archives écrites et de documents oraux, pas seulement les nôtres, même si on apporte beaucoup d'inédits, c'est un travail collectif de 25 ans, d'un quart de siècle, de beaucoup de gens à Survie et beaucoup ailleurs, par exemple de gens comme Jacques Morel, qui a fait un énorme travail sur le sujet. Donc il y a un gros, sur ce sujet du rôle de la France, on a à la fois énormément de choses qu'on sait, et puis encore, un certain nombre de choses qu'on ne sait pas. Et on a nous-mêmes, à l'association Survie, des listes de questions qui sont encore ouvertes et pour lesquelles si la commission fait un travail sérieux, elle peut apporter des choses. Alors, il faut voir que les archives sont intéressantes. Ça fait partie des choses intéressantes. Il n'y a pas que ça. Et on ne peut pas se contenter de ça. Mais elles apportent beaucoup. Elles permettent de préciser, par exemple, sans anachronisme, de savoir vraiment à telle époque, tel jour, puisque c'est daté une archive, qui savait quoi, quelle décision a été prise, pourquoi. Et donc, ça participe à la collecte de renseignements. On ne peut pas négliger les archives, même si on sait qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas dedans. Et par exemple, les auteurs de l'attentat du 6 avril 1994, on n'attend pas de documents écrits extrêmement explicites qui soient restés, après un quart de siècle, encore disponibles. Donc, il ne faut pas rêver sur tout, mais il y a vraiment des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce que la commission va faire? Je ne sais pas, ça dépend de son niveau, ça dépend. Je ne connais pas assez le niveau des gens et des gens qui ne sont pas spécialistes du tout du sujet au début. En 2 ans, qu'est-ce qu'ils peuvent acquérir? Ça dépend de la quantité de travail qu'ils fournissent, ça dépend de leur honnêteté, ça dépend si leur rapport va être relu par l'Élysée, a priori oui, il le sera avant publication, et donc ça dépend quel filtre va faire l'Élysée. On peut espérer, même si le rapport est très édulcoré, que comme la mission parlementaire de 1998, qui était très édulcorée, il y ait un grand nombre de documents publiés en annexe et qui soient intéressants. Si ces documents sont nouveaux par rapport à la masse qu'on on a déjà, eh bien, dans ces cas-là, ça pourrait être un intérêt, mais de toute façon, il restera la suspicion que ça a pu être filtré, et donc de toute façon, ça, même s'ils apportent beaucoup de choses, ça ne remplacera pas le fait, une vraie ouverture, un aspect vraiment ouvert, des archives. Alain Ngirinchouti, vous êtes ancien président de Ibuka France, mais tout d'abord, vous êtes survivant du génocide commis contre les Tutsis. Lorsque, après autant d'années, vous voyez autant de polémiques, vous qui avez été, je veux dire, au cœur même de ce qui s'est passé, vous avez vu ce qui s'est passé. Lorsque déjà le monde scientifique discute des faits que vous avez personnellement vécus, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous vous dites quoi? Est-ce qu'on perd le temps ou les gens devaient se regarder en face et se dire la vérité tout simplement et passer à une autre page? Mais, je voudrais me focaliser sur les propos de l'historienne. Là, surtout, elle est aussi du monde scientifique, justement. C'est ça que je suis en train de dire. Et on parle d'elle parce que elle est membre de la commission. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on est en train d'analyser ses propos parce qu'elle est membre de la commission. On a beaucoup de négationnistes, mais qui ne sont pas membres de la commission. Peut-être que on va en découvrir d'autres. Mais je voudrais quand même revenir sur ses propos. Dans le notice en question de 2018, il y a 2 choses très importantes. La première, comme je le disais, c'est le parti pris pour l'opération turquoise. Deuxième, c'est le négationnisme dans son propos. Parce que tout au long de son texte, elle ne va parler que des massacres interethniques entre les Hutus et les Tutsis. À aucun moment, on est en 2018, à aucun moment elle va parler du génocide commis contre les Tutsis. Et quand elle va dire les génocidaires,
qu'elle va nommer, le seul génocidaire dans son texte, c'est le président Paul Kagame. Elle ne va parler jamais à aucun moment du gouvernement intérimaire, de ceux qui ont préparé, planifié, mis en exécution le génocide commis contre le Tutsi. Pour elle, le seul criminel qui existe au Rwanda, les seuls génocidaires, c'est le président Kagame et le père. C'est un scandale, ça s'appelle du négationnisme. Et déjà, on entend, parmi les sources, ces sources fiables, on a parlé de Védrine, on parle... Elle a choisi bien ces sources. Et Pierre Péan, qui sont au cœur même de la controverse négationniste. C'est ça qui est étonnant. Maintenant, pour revenir à la commission, la question que vous aviez posée, c'était quoi la conséquence sur la commission et qu'est-ce qu'on attendait de la commission? Une commission qui comprend ce genre de personnalité. Évidemment que ça va jeter le discrédit sur l'ensemble de la commission. Comme je l'ai souligné initialement aussi, qui était controversé dans sa façon de sa création. Dans sa composition, au départ. Dans sa composition, dans sa création. Manque de transparence. Idéalement, il aurait fallu avoir une commission internationale. Pour le moins composée par les Français et par les Rwandais, des chercheurs français et des chercheurs français, rwandais, et au mieux avec d'autres chercheurs d'autres pays. Que ce ne soit pas une commission inter-français. Peut-être on va vous parler d'autres personnes sur le plan international. Je vous invite à suivre une intervention en tout cas du docteur Sila Serrelli. Elle est maître de conférence en histoire à l'université Marmara à Istanbul. Elle a écrit sur les génocides des Juifs. Elle est en train de faire un travail également sur l'histoire du Rwanda. C'est vrai, elle n'a pas voulu participer directement à l'émission, mais elle a voulu nous partager son point de vue par rapport aux propos de Madame Julie Dandurin. On suit ses propos et puis on revient pour commenter. La commission du clerc a, dès sa fondation, un point faible. Elle a exclu les spécialistes français du Rwanda comme Hélène Dumas. Hélène Dumas qui a fait un doctorat sur les Gacaca, qui connaît bien le terrain et qui en plus parle Kinyarwanda. Déjà, ce choix a été difficile à comprendre. Mais on s'étend davantage à voir parmi les membres de cette commission quelqu'un ayant une prise de position comme le professeur Julie Dandurin. Son texte sur l'opération turquoise se réfère uniquement à Pierre Péan et à une interview d'Hubert Védrine. On y retrouve des stéréotypes du révisionnisme, voire du négationnisme. Et le point le plus grave, le professeur Dandurin semble ne pas connaître l'histoire du Rwanda. Si elle soutient réellement cette malheureuse idée, tous les génocides ne se valent pas. Le génocide contre les Tutsis puise ses origines dans les années 1959-61. Il y a tout un processus de violence et de discrimination qui conduit le Rwanda au 6 avril 1994. Ce processus met au jour le problème des réfugiés Tutsis. Il explique la naissance du FPR que le professeur Dandurin voit à travers le prisme de Pierre Péan. Et quelqu'un qui connaît le témoignage des rescapés du génocide pourrait difficilement banaliser ce génocide et réduire la gravité de ce crime. Donc, le travail de cette commission risque de ne pas correspondre à nos attentes. Pour l'écriture d'une histoire complète de l'opération turquoise, il faudrait attendre que les archives françaises soient plutôt accessibles aux chercheurs indépendants. Chercheurs indépendants, peut-être, je ne sais pas si le fait déjà, François Graner, vous comprenez la position du docteur Sila qui parle d'une certaine indépendance et d'un certain élargissement. Elle rejoint les propos déjà que votre association tenait lors de la mise en place de cette commission. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a Alain Guilinshuti qui parle du discrédit qui a été jeté sur la commission. En tant que chercheur, vous vous dites également que tout n'est pas à rejeter tout de même. On s'est dit, que va devenir cette commission? Comment va-t-elle poursuivre son travail
pour justement rester ou produire quelque chose qui puisse avoir un certain crédit, une certaine crédibilité aux yeux du grand public? Alors, je ne suis pas à sa place, c'est pas à moi de dire non, qu'est-ce vous qu'elle n'êtes pas doit à sa faire, place, mais vous dites, si vous étiez de la commission. Alors, si j'étais de la commission, une des premières choses que je dirais, c'est de prendre mes distances avec Mme Dandurin, parce que elle a demandé à beaucoup d'historiens de la soutenir, et au début, il y a un certain nombre d'associations et d'organisations qui l'ont soutenue sans avoir lu ce qu'elle a fait, juste par le fait qu'elle était attaquée. Et donc, et puis la situation s'est retournée rapidement quand ses collègues historiens ont commencé à lire ce qu'elle avait écrit. Et là, l'association des historiens contemporains qui l'avait soutenue, là, le bureau a démissionné et provoqué une assemblée générale et provoqué de nouvelles élections à cette association. Donc, ça a vraiment secoué beaucoup la communauté d'historiens. Et donc, par contre, la commission, elle, n'a pas pris ses distances avec ce que ni le président de la commission, ni les membres de la commission n'ont dit. Écoutez, Mme Dandurin, elle pose problème, ce qu'elle a dit pose problème, ça entache le travail de la commission, on va maintenant travailler sérieusement en prenant nos distances. Non, rien du tout. On a juste annoncé que elle, spontanément, s'était mise en retrait. On ne sait même pas si ça veut dire qu'elle est toujours de la commission ou pas. On dit juste qu'elle ne participe, qu'elle a décidé d'elle-même de ne plus participer aux réunions, mais le président, Vincent Duclercq, lui maintient sa confiance en saluant son travail d'historienne. Donc, il n'y a ni remise en cause de sa compétence, ni remise en cause de son parti pris, ni remise en cause de ce que ce parti pris peut faire peser sur la commission. Donc, pour l'instant, moi je constate que la commission n'a pas encore pris les mesures qui permettent d'assurer sa crédibilité pour le futur. Voilà, ça c'est vraiment très très clair. L'autre question que ça pose, c'est comment ça a pu arriver qu'elle arrive là. Alors, première chose, comment ça a pu arriver que des sources comme Péan et Védrine deviennent des sources qui paraissent acceptables aux yeux de certains historiens? Comment quelqu'un comme Julie Dandurin, qui a une formation d'historienne, qui est une historienne beaucoup reconnue par ailleurs, et puis on arrivait à utiliser uniquement ses sources et l'écrire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans son imagination, dans les personnes qui font pression sur elle, ou dans la manière de travailler qui peut amener ça? Comment ensuite ça a pu passer, parce que c'est dans des publications institutionnelles c'est pas un article confidentiel, c'est le dictionnaire des opérations extérieures françaises du ministère de la Défense, publié avec une préface du chef d'état-major des armées, le général Lecointre, qui lui-même est un ancien de l'opération turquoise. Je veux dire, c'est pas encore une fois, ce n'est pas une feuille anecdotique ou négationniste dans laquelle elle aurait publié, c'est une publication institutionnelle de l'armée française et du ministère de la Défense. Et dernière chose, c'est effectivement comment est-ce que ça a pu passer que la commission l'accepte, que les historiens acceptent au début de signer les yeux fermés. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui montrent un révélateur profond d'un problème de la connaissance du génocide des Tutsis et du rôle de la France dans la communauté des historiens françaises et plus généralement dans la communauté française. Alors, dans notre livre, par exemple, sur l'État français et le génocide des Tutsis, évidemment, on a traité ce chapitre-là, Raphaël Doridan est un spécialiste de la question du négationnisme en France, et il a vraiment, la manière dont Raphaël formule ça, c'est qu'on n'a pas un négationnisme d'État, comme on peut avoir par exemple en Turquie. Il y a, face au génocide des Arméniens, un vrai négationnisme d'État. Et donc, le fait qu'on ait une intervention de chercheuse turque n'est pas anodin à cet égard. Par contre, en France, c'est pas le cas. Depuis 2019, par exemple, Emmanuel Macron a reconnu le génocide des Tutsis, a dit qu'il fallait qu'il y ait une journée de mémoire, a dit qu'il fallait qu'il soit enseigné, et puis plus généralement, la justice française a depuis très longtemps parlé des auteurs du génocide des Tutsis, de son existence et de sa nature. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, officiellement. Mais par contre, il y a un négationnisme au cœur de l'État. C'est-à-dire que dans plein de rouages de l'État, que ce soit des institutions judiciaires, médiatiques, politiques, il y a énormément d'instances où il y a une infiltration d'un certain négationnisme, soit du génocide des Tutsis, soit du rôle de la France, soit un mélange des deux, puisque, comme je l'ai dit, les défenseurs de la politique française, tous, leur manière de se défendre, c'est d'essayer de déformer l'histoire du génocide des Tutsis. Voilà, justement, vous avez un petit commentaire, vous voulez rebondir là-dessus? Oui, moi je voudrais donner un point de vue légèrement différent, vu d'ici. D'accord. Parce que finalement, je pense que cette polémique-là, en fin de compte, est positive. Elle est positive parce que d'une part, elle donne raison aux soupçons ou alors aux doutes ou aux réserves qu'on pouvait avoir par rapport à la commission, mais ça de façon éclatante.
Mais maintenant, il y a aussi un autre petit scandale dans le scandale, c'est le président de la commission, Vincent Duclerc, qui dit que Madame Joly d'Andurin, ou professeur Joly d'Andurin, s'est retirée le 25 août, alors que la polémique date d'un peu moins de 2 semaines. Et on ne voit pas très bien pourquoi elle se retirait d'elle-même, enfin, elle serait mise en réserve d'elle-même le 25 août, alors que aussi, dans cette campagne pour défendre sa notice et sa position dans la commission, c'est elle qui a commencé, comme nous a dit notre collègue en France, par demander le soutien d'associations d'historiens. Mais maintenant, quand je vois par exemple la réponse des associations d'historiens, c'est vrai qu'ils ont commencé par la soutenir à un moment, mais ensuite ils ont réagi de façon extrêmement forte. Voilà. Et cette réaction, pour moi, elle est très positive, parce que quand on parle de négationnisme en France, moi je regarde le négationnisme en France, mais je regarde aussi le négationnisme dans d'autres pays, européens en particulier, ou même aux États-Unis. Le négationnisme dans beaucoup de pays européens ou même aux États-Unis est beaucoup plus puissant qu'en France. C'est vrai, notre collègue nous a dit, il y a un négationnisme dans un certain nombre d'institutions, mais aussi, et notamment à travers l'association Survie et d'autres chercheurs, il y a aussi un très fort mouvement au niveau des chercheurs, des activistes et des journalistes, des gens qui défendent une certaine vérité par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda. Et je pense que ça, il faut le reconnaître quand même. Moi, quand on parle de négationnisme, en France, ce n'est pas le pays qui m'inquiète le plus. Au contraire. Et encore une fois, on a un peu l'exemple de cela avec, finalement, la réaction très salutaire de cette association des historiens contemporistes dont le bureau a démissionné, c'est pas rien, et pour demander de nouvelles actions par rapport à cette question-là. Donc je pense qu'il y a quand même des mouvements ou alors des gestes forts qui sont posés, qui doivent aussi quand même permettre aussi d'être relativement, je ne dirais pas satisfait, mais de voir les choses sous un œil plus positif. Donc pour vous prenez ça, donc c'est la logique d'un mal pour un bien, pour que certaines choses puissent peut-être être comprises dans leur globalité. Justement, vous avez tous les deux, vous avez évoqué du négationnisme. Nous savons bien que c'est vrai, il y a tellement de critiques qui sont faites sur la France là-dessus, et surtout quand on sait déjà la relation ou le rôle qu'a joué certains responsables. Mais les propos de Madame d'Andurin, aujourd'hui, certains les traduisent ou veulent les voir sur le terrain de la justice. Est-ce que ça va s'arrêter là parce que ces propos sont des natures donc négationnistes? Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, une action en justice pour de tels propos lorsqu'on sait qu'en France, déjà, le négationnisme, c'est quelque chose aujourd'hui qui est punissable par la loi. Maître Richard Gisagara, vous qui êtes avocat, vous avez milité, vous travaillez là-dessus, notamment sur le terrain de la justice. Est-ce que les propos de Madame d'Andurin, vous qui êtes avocat, ça vous a choqué? Je comprends, oui, mais en tant qu'avocat, les choses vont en rester là ou on peut envisager autre chose? Vous savez, effectivement, en tant qu'avocat, ces propos m'ont choqué, évidemment, et pour moi, ils sont... je me demande effectivement si ça ne mérite pas une procédure judiciaire, mais vous savez, pour déposer une plainte, il faut aussi regarder l'opportunité de la plainte. Donc, il faut d'abord savoir si ça constitue une infraction et puis après voir si c'est opportun ou pas de déposer plainte, puisqu'il y a beaucoup de critères qui entrent en ligne de compte. Mais quant à la question de savoir si ces propos tombent sous le coup de la loi, c'est une question qu'on peut effectivement légitimement se poser parce que on a cité, il y a Alain notamment qui a cité les propos qu'il a tenus, non pas ce qu'il a écrit dans le livre, mais enfin dans le revue, le document, les notes qu'elle a publié, mais il y a aussi des propos qu'elle a tenus après en s'expliquant. Alain a repris une partie où elle dit que les génocides ne se valent pas, mais elle a aussi dit que le génocide est une séquence au sein d'un ensemble plus vaste. Et pour ma part, ça c'est vraiment ces propos-là,
renvoient à des propos qui ont déjà été prononcés à une époque, qui sont célèbres, si je vais dire, tristement célèbres ici en France. C'est des propos qui avaient été tenus par Le Pen, Jean-Marie Le Pen à l'époque, et où il avait parlé des chambres à gaz. Il avait qualifié des chambres à gaz de détails de l'histoire. Moi, quand je regarde ce propos, la phrase « le génocide est une séquence au sein d'un ensemble plus vaste », pour moi, ça a tendance à dire en fait que c'est juste un détail de l'histoire. Et pourtant, les propos similaires, je ne veux pas dire qu'ils sont très très semblables, mais si on met dans le contexte, on peut les comparer, les deux. Et les propos qui étaient tenus par Jean-Marie Le Pen à l'époque ont été condamnés par la Cour d'appel de Versailles en 1999. Donc on a considéré qu'en considérant les chambres à gaz comme un détail de l'histoire, c'est du négationnisme, c'est de la banalisation, et donc il a été condamné pour ça. Et donc pour ma part, effectivement, je m'interroge, et évidemment, je ne me lève pas du jour au lendemain pour dire je vais déposer plainte. Il faut que les associations avec lesquelles nous travaillons décident de déposer plainte en tenant en considération l'opportunité, et voilà. Mais effectivement, je dis comment par là, ces propos peuvent tomber sous le coup de la loi. Et c'est une question qu'on peut effectivement se poser. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que des associations françaises qui luttent contre le génocide vont déposer plainte pour autant, puisqu'il y a d'autres critères à prendre en considération. On a entendu des propos peut-être entre guillemets moins graves que cela. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, lorsque vous faisiez un peu allusion au génocide des Juifs avec les propos de Jean-Marie Le Pen, on a toujours tendance, et je vais revenir également à Alain, lorsqu'il s'agit du génocide commis contre les Tutsis, est-ce que les propos sont-ils interprétés, ont-ils la même ampleur que lorsqu'on parle du génocide des Juifs? Par exemple, quand on parle du négationnisme, maître. En tout cas, ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas. L'interprétation, le sérieux avec lequel on examine tout propos qui a tendance à banaliser ou à nier la Shoah, l'ampleur que ça a devrait être la même ampleur pour les propos similaires qui sont prononcés par rapport au génocide commis contre les Tutsis. En tout cas, c'est ce qui devrait être légalement. Si on regarde le contexte dans lequel la pénalisation du génocide commis contre le Tutsi a été faite, cette pénalisation répond au principe que tous les citoyens s'intègrent devant la loi, que s'il y a la pénalisation de la négation de la Shoah, il doit aussi y avoir la pénalisation de la négation du génocide commis contre les Tutsis. Donc, normalement, les propos devraient avoir la même ampleur. On ne devrait pas tolérer des propos même simples qui visent à nier ou à banaliser le génocide. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre, mais à nous, en tant que militants, à nous, en tant que membres des associations qui luttent contre la négation et la banalisation du génocide, de faire en sorte que les institutions, que les journalistes, que les juges, que les procureurs puissent mettre tout sur le même pied d'égalité. Donc, pour répondre à votre question, de façon simple, sur le papier, tout propos négationniste devrait être réprimé de la même façon. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est notre tâche, nous qui sommes sur le terrain, donc de lutter pour qu'ils soient punis, ils soient réprimés de la même façon. Alain Dirichouti, peut-être, j'aimerais que vous puissiez peut-être réagir là-dessus. Est-ce que de telles situations sont-elles des situations qui permettent peut-être à ce que que les associations, les rescapés du génocide commis contre les Tutsis se disent aujourd'hui, 25 ou 26 ans après, notre cause est entendue, le monde a appris. Est-ce qu'on n'avance pas tout en reculant? Bien, tout à l'heure, Jean-Paul a salué le travail universitaire qui a été fait par le milieu universitaire en France, incroyable, c'est vrai, il a bien expliqué.
Mais je voudrais également saluer le travail des associations en France, la société civile. Il y a beaucoup d'associations en France qui militent pour que le génocide des Tutsis soit reconnu, que sa négation soit réprimée. Effectivement, comme Maître Richard vient de le dire, la question du génocide des Tutsis, même si on en parle aujourd'hui, même si on a l'impression que ça fait polémique et le monde entier est au courant, mais en fait c'est une question qui est très mal connue, même en France. Donc du coup, sa négation est très facile. Pourtant avec le travail, les efforts qui sont en train d'être conjugués, ça devrait être la bonne peut-être occasion de faire connaître davantage. Mais les propos de Mme Dandurin, c'est un exemple typique. Cette femme, c'est une historienne de renom qui est reconnue par ailleurs. Mais ça montre à quel point, quand il s'agit de l'Afrique, moi je pense que dans les milieux universitaires, notamment chez les négationnistes, il y a quand même un très fort du racisme dans la façon de traiter. Parce que même si, comme Jean-Paul le disait, elle voulait prendre le parti de l'opération turquoise, même si elle voulait nier le génocide Tutsi, elle aurait pu le faire de façon plus intelligente, sophistiquée, de telle façon qu'elle ne puisse pas faire l'objet des critiques ou même être traduite devant la justice. Mais là, on voit dans sa note que ça dénote d'une légèreté et d'un manque de sérieux de tout chercheur quand il en vient à la question du génocide Tutsi. Donc ça vous montre que c'est une question qui reste quand même mal connue. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à sensibiliser, mais également mener la bataille sur tous les fronts, que ce soit dans les milieux universitaires, dans les écoles, mais également sur le plan judiciaire quand il y a des propos incriminés. Tout à l'heure, je posais la question à Graner, et également au docteur Kimogne, est-ce qu'eux attendaient en tant qu'historiens, mais vous en tant que rescapé du génocide, est-ce que vous vous dites, y a-t-il un certain espoir sur certaines vérités, certaines zones d'ombre? Vous dites que cette commission va apporter à ce que déjà peut-être que vous connaissez déjà, ou qui a été dit ou qui n'a pas été dit? Soyons clairs ici. Moi, je n'ai jamais pensé que cette commission, de toute façon, allait nous apporter quelque chose de nouveau. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le débat public, qui sont connues du grand public sur le rôle de la France, notamment de l'opération turquoise. Il y a eu, même avant le génocide, beaucoup de communications, des notes de la DGSE qui avertissaient le gouvernement français de son soutien au gouvernement qui était en train de préparer le génocide, mais le gouvernement français a fermé les yeux. La livraison des armes pendant le génocide et après le génocide, que Hubert Védrine lui-même va reconnaître plus tard en disant que personne n'a nié la livraison de ces armes, c'est une reconnaissance quelque part, de sa part, de son soutien, de son soutien au régime génocidaire. Donc, peut-être que cette commission va apporter des éléments nouveaux, mais ça serait pour accentuer ou corroborer des éléments qu'on connaît déjà, qui sont dans le débat public, mais pas quelque chose de nouveau. Il faut vraiment là-dessus qu'on arrête de penser que cette commission va apporter des choses de nouveau qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Des choses nouvelles. Docteur Kimogne, vous êtes chercheur, mais vous êtes avant tout rwandais. Vous avez parlé de la commission Mucho. Il y a eu un travail de fond qui a été fait par des chercheurs rwandais, certains qui étaient déjà ici pendant la période triste de 1994. Est-ce que le travail que vous faites, quelle est la valeur qu'elle a sur le plan international? Lorsque, par exemple, vous arrivez avec des faits et certaines vérités, est-ce que les gens vous prêtent leurs oreilles? Est-ce qu'on veut vous entendre? Est-ce qu'on veut lire vos publications pour entendre votre vérité, vous, chercheurs rwandais? Bon, je dirais pas tant que ça. Maintenant, ça dépend aussi des sujets. Là, on parle du sujet de la France, n'est-ce pas? Là, on parle du sujet de la France. Vous savez, hein, la commission Mukyo, même si beaucoup de gens n'ont pas voulu prendre en considération ses conclusions, hein, la commission Mukyo, je pense, a informé beaucoup de gens. Et notamment informer peut-être les personnes qui étaient intéressées par la question, en ayant des détails, notamment en rapportant des éléments qu'on ne retrouve pas ailleurs, à savoir les témoignages de personnes qui avaient côtoyé les Français pendant toute cette période-là.
Et je pense que ça a aussi servi d'aiguillon pour un certain nombre de chercheurs, pour savoir que, oui, ici, il y a quelque chose à chercher. Il y a des choses qui sont sorties dans les journaux, en particulier, par rapport à la formation des INLAM et des choses comme ça, qui étaient sorties déjà à l'époque même. Mais maintenant, la commission Mucchio a pu apporter plus d'éléments. Je dirais, la commission Mucchio a surtout servi d'informateur aux gens intéressés par la question. Voilà. Maintenant, par rapport à ce qu'on peut attendre de la commission, ou même des archives, moi, une des choses quand même qui m'étonne, et là c'est un peu une réflexion un peu spontanée comme cela, quand on voit les filtres que les autorités françaises mettent pour que les gens puissent avoir accès aux archives, c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose dans ces archives-là. Parce que si ces archives étaient vides comme on aurait pu le penser, ils les ouvriraient. S'ils ne les ouvrent pas et qu'ils veulent les ouvrir à un petit groupe de personnes bien sélectionnées, donc on est sûr qu'ils ne vont pas trop faire tanguer les choses, c'est qu'il doit y avoir des choses. Et d'autre part aussi, comme notre interlocuteur en France nous l'a dit, même la commission qui laisse, dont on n'aurait pas attendu grand-chose, a apporté beaucoup de choses, effectivement. Et donc quand on fait avancer la connaissance, tout ce qui fait avancer la connaissance est important. Voilà. Et maintenant qu'on aura à travers la commission ou alors à travers les archives, même si... ou alors est-ce que dans les archives il y aurait une espèce d'histoire complète de l'implication de la France au Rwanda? Très certainement pas. Une partie de cela, c'est aussi fait à travers les services de renseignement, les services d'action de l'armée, et ça, ils ne font pas de rapport public. Justement, là-dessus, peut-être, on est en train de mener vers la fin de notre émission. Des révélations, on en voit presque chaque année, à chaque commémoration, on voit des révélations avec notamment la vidéo qui est apparue il n'y a pas très très longtemps d'une conversation entre un haut gradé de l'armée française. La scène se passe à Kibuye, notamment dans la zone de l'opération turquoise, avec un sous-officier qui parle des gens qui sont en train de se faire lyncher là-haut sur les collines. François Graner, le rapport est censé, la commission est censée rendre son rapport, je crois, au mois d'avril 2021. Est-ce qu'avec ce qui vient de se passer, on se dit, allons-nous avancer avec une autre approche où la commission doit-elle accepter peut-être soit d'inclure certaines personnes ou peut-être de revoir sa manière de fonctionner pour que justement le rapport final puisse servir à quelque chose? Et encore une fois, je ne suis pas à la place de la commission pour dire ce genre de choses. Oui, il faut qu'elle assure sa crédibilité, il faut qu'elle avance, il faut que nous, on ne compte pas uniquement sur elle. Je pense que si elle doit trouver des choses, c'est des choses de fond sur qui a décidé quoi à quel moment, pour qu'on puisse tirer les leçons pour l'avenir. Parce que autant ce travail-là est important pour les rescapés et la mémoire des victimes, c'est aussi important pour la société française actuelle et pour le futur de l'humanité en général de comprendre comment ces choses-là ont été possibles, comment par exemple en France le pouvoir du président a pu amener autant de liberté à Mitterrand pour mener cette politique, comment le pouvoir des militaires, l'amiral Langsat, chef d'état-major, le général Queneau qui conseillait Mitterrand, le général Huchon qui contrôlait la coopération, comment tous ces gens-là ont pu avoir autant d'influence, comment ils ont pu devenir des soutiens du régime qui préparait le génocide, et en plus, comment ils ont pu ensuite avoir autant d'influence dans la politique française. Tout ça, c'est des leçons qu'il faut tirer pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment important. Les actions judiciaires que mènent des rescapés, et dont certains soutenus par survie, pour faire éclater la vérité, sont bloquées par le secret défense, par les problèmes d'accès aux archives, par le manque de ténacité des juges, qui se voient refuser des archives que la commission nucléaire peut avoir. Donc, est-ce que là, s'ils voulaient faire leur travail, cette commission pourrait faire avancer des choses aussi du côté de la justice, mais on ne sait pas du tout si c'est quelque chose qui va arriver. Aussi, dans les leçons à tirer, cette commission pourrait avoir des retombées sur l'enseignement. Enfin,
Emmanuel Macron a dit que le génocide des Tutsis doit être enseigné dignement dans les écoles, les lycées. Et donc peut-être qu'on va voir là cette fin de ces manuels scolaires à répétition qui étouffaient complètement l'enseignement du génocide des Tutsis, et sans parler du rôle de la France. Peut-être que l'université française va enfin s'en saisir, et la polémique actuelle, ça c'est un bien, c'est que beaucoup d'historiens ont fait des actes très positifs pour lire des choses, s'informer sur le génocide des Tutsis, s'informer sur la question du rôle de la France, et peut-être que là, il va enfin y avoir des travaux universitaires sur ce sujet, et qu'il n'y aura pas que donc des non-historiens comme nous, qui se saisissent du sujet. Donc tout ça, c'est de ce point de vue-là, on va voir, suivant le travail de la commission et suivant le travail des historiens et suivant le travail des associations, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire émerger et si on va arriver finalement à ce qui me paraît une étape essentielle, c'est-à-dire est-ce qu'en avril 2021, on va avoir une reconnaissance par le président Emmanuel Macron du rôle précis que la France a joué dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Voilà. Est-ce que, Maître Richard Gisagara, juste une petite minute, vous pensez que les propos de François Graner, ce travail peut-il ou va-t-il servir à quelque chose sur le terrain de la justice? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile d'avancer avec les dossiers de certains présumés responsables du génocide commis contre les Tutsis, encore libres, entre guillemets, sur le sol français. Oui, tout le travail évidemment qui est fait actuellement par les historiens et tout ce qui s'intéresse au génocide commis contre les Tutsis va servir pour la justice effectivement de deux façons. D'une part parce que plus le travail scientifique avance, plus le génocide est connu, plus les gens le prennent au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus connu, mais à l'époque, c'était limité à un certain nombre. Donc, à chaque fois qu'on essayait de faire, il prenait notre histoire comme étant une histoire africaine, mais avec le travail de M. Granet et de tous les autres scientifiques, tous les historiens français et autres, vont faire réaliser au public français que le génocide, ce n'est pas qu'une histoire rwandaise, ce n'est pas qu'une histoire africaine, mais c'est aussi l'histoire de la France. Donc ça permettra effectivement de faire avancer la justice. Voilà, je comprends bien vos propos. Je pense qu'on va devoir mettre un point, à moins que quelqu'un puisse avoir un commentaire particulier là, sur le propos de Maître Gisagara, parce qu'on sait bien que la France compte un grand nombre de gens qui sont présumés coupables. Alain, vous avez vécu là-bas, vous les avez côtoyés dans les rues en France, qui aujourd'hui ne sont pas inquiétés. On a des cas. Est-ce que vous dites aujourd'hui également en tant que rescapé, tout ce travail va servir à quelque chose? Certainement, tout le travail, comme Richard l'a dit, dès lors que le travail scientifique avance sur la question, par conséquent, le génocide est connu et c'est beaucoup plus facile d'accès même pour les jurés, parce que je vous rappelle que les cours d'assises, vous avez les juges professionnels, mais également le jury qui ne connaît pas forcément le sujet et qui ne sont pas des magistrats de profession. Mais si la question du génocide est portée à la connaissance du grand public et connue de plus en plus, évidemment, on va aussi avoir les jurys dans ces assises-là qui sont beaucoup plus informés de la question. Je ne finirai pas quand même sans dire un mot sur cette histoire de la commission. Je pense que ce serait très intéressant de savoir, parce que là on est à 6 mois, moins de 6 mois du rapport de la commission. Je crois qu'il sera déposé le 5 avril l'année prochaine. Ça serait beaucoup intéressant de savoir quel a été le rôle de Mme Dandurand, quelle a été sa part dans le travail, est-ce que c'est elle qui a travaillé sur les archives de l'armée et quelles sont les conclusions de son travail. Voilà, on aura donc compris. Merci beaucoup à tous mes panélistes de la soirée. Merci au maître Richard Gisagara depuis la France et également à François Graner de l'association Survie qui intervenait depuis la France. Merci également au docteur Jean-Paul Kimonyo, également à Alain Guirinchouti, à tous les quatre. Merci beaucoup et surtout un grand merci à vous tous qui continuez de nous suivre. L'émission c'est Majuscule Propos. Je m'appelle Eddy Sabiti, c'est la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos et surtout restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.